Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Foot History. On a déjà pu voir un petit peu quelques matchs de Ligue 1 et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé dans ces matchs-là et faire une analyse tactique de l'ensemble des équipes de Ligue 1 depuis le début de saison, donc c'est-à-dire sur leurs 3 matchs, voir ce qu'ils font à la récupération du ballon, ce qu'ils font avec le ballon quand ils construisent, mais aussi comment ils défendent. Donc voilà, on va faire le petit tour de toutes les équipes de Ligue 1 et on commence directement avec l'Angesco. Bon, on démarre avec Angers. Angers qui est plutôt positionné en 4-2-3-1 avec Ekeme, Lefort, Camara, Arcus, Kofi qui est excellent depuis le début de la saison, Belkedim en numéro 6 qui forme une paire plutôt pas mal en termes de récupération. Mouton en numéro 10, Sheriff à gauche, Raoul Issoa à droite et Prosper Peter, l'attaquant, qui remplace Esteban Le Paul devant et qui a marqué notamment contre Rennes. Cette équipe du SCO, malheureusement, elle a très peu de moyens. Comme on l'a vu sur le marché des transferts, il y a très peu de recrues. Il y a Kofi en prêt, il y a Mouton qui arrive libre et ça s'arrête là. Il n'y a pas beaucoup de changements. Heureusement, ils peuvent compter sur un centre de formation qui fonctionne extrêmement bien et sur lequel ils peuvent s'appuyer. Mais pour la Ligue 1, est-ce que ça va suffire cette saison? Ça, je sais pas. En tout cas, dans ce que propose du jeu, on est sur un 4-2-3-1 assez solide. Quand ça se projette vers l'avant, on a quand même pas mal de propositions de la part du SCO, notamment avec un Sheriff qui rentre en deuxième attaquant, un Ekeme qui va prendre un petit peu plus le couloir, un Mouton qui va se mettre entre les espaces et un Raoul Issoa qui va rester sur le côté, qui va plutôt essayer de déborder sur le côté. Il n'y a pas forcément un énorme changement de système dans ce qu'ils veulent proposer. En termes défensifs, ils viennent se regrouper un petit peu en 4-4-1-1 pour essayer de défendre et bascule du côté ballon. Il n'y a pas forcément énormément de changements de structure, mais en même temps, quand on est une équipe qui cherche évidemment à prendre des points sur chaque match, on peut aussi leur excuser leur manque d'inventivité tactique. Ensuite, on passe à la deuxième équipe, on va passer à l'AJ Auxerre. L'AJ Auxerre qui joue sur un 4-4-1-1 qui se déstructure légèrement. C'est quand même très léger sur la déstructuration, mais pareil, c'est une équipe un petit peu comme Angers qui va jouer son maintien. Il y a un début de saison pas forcément comme l'année dernière, 2 défaites et une victoire, donc ils ne sont pas forcément dans une bonne forme pour le début de saison. Mais bon, il n'y a rien d'urgent pour Auxerre. Le but, c'est quand même le maintien, ils le savent, et donc du coup, pareil, on reste sur des structures qui sont assez simples. Quand ça se projette vers l'avant du côté d'Auxerre, il y a un petit peu de changement. On a un Owusu qui se projette un petit peu plus, un Namaso qui vient sur la même ligne que Sinayoko, et Sinayoko et Namaso du coup qui viennent essayer de chercher des ballons, chacun à leur tour, et quand il y en a un qui vient demander, l'autre fait l'appel différent, puisque celui qui fait l'appel, son coéquipier va ensuite prendre, hop, l'espace dans le dos. Donc voilà, des choses assez simples. On n'a pas forcément d'ailier qui rentrent ou de latéral qui vont prendre les côtés pendant qu'il y a un ailier qui rentre à l'intérieur du terrain. Donc on est sur une structure assez simple du côté d'Auxerre. Sur la partie défensive, on a une équipe qui se regroupe en 4-4-2 avec Sinayoko et Namaso qui vont chasser un petit peu les attaquants, qui vont chasser les ballons à gauche et à droite, mais on est sur une structure 4-4-2 assez simple. Et voilà, pour essayer de récupérer le ballon ou d'emmener l'adversaire à la faute. Ça se déplace en bloc. Notre troisième équipe maintenue, enfin à maintenir entre guillemets, puisqu'on va parler du Havre. Le Havre sur un 4-1-4-1. Pareil, on cherche la solidité notamment sur la partie du milieu de terrain. On cherche à consolider ce milieu de terrain pour avoir le gain de cette bataille du côté de Digard. C'est pas forcément une mauvaise chose. Ça leur permet d'être un petit peu plus solide pour moi et d'encaisser un petit peu moins d'occasions. Ils ont un début de saison avec la victoire contre Nice, qui leur fait beaucoup de bien. Pour le coup, ça change un petit peu en termes tactiques, puisque le Havre, quand ça se projette, on a un Keshta qui va un peu plus haut, qui va un petit peu plus sur chercher les espaces libres, qui va chercher à se mettre dans les espaces entre les milieux et les défenseurs adverses. Et de l'autre côté, on a Ndiaye et Seko qui vont essayer d'organiser un peu le jeu. On est très écarté, on est beaucoup sur la largeur du
du terrain pour créer des espaces entre les lignes. Et pour le coup, c'est plutôt intéressant tactiquement et ça va leur permettre, notamment comme le match contre Nice, de mettre en difficulté des défenses. Niveau défensif, on a une structure un petit peu spéciale dans le sens où on a un Keshta et un NDI qui vont chercher assez haut. C'est-à-dire qu'à la perte du ballon, on a un NDI qui vient justement se projeter, on a un Keshta qui n'hésite pas non plus à venir avec Samata faire essayer des ballons dans cet espace-là ou que ce soit dans cet espace-là. On a deux milieux qui se projettent pour la récupération et pour le coup, c'est assez surprenant. Ça leur fait gagner des ballons. Et de l'autre côté, on a un Soumaré et un Doucouré qui sont plus sur le retour au cas où il y a des ballons qui viennent dans cet espace-là, que eux, les deux Doucouré et Soumaré, viennent se remettre sur les genoux de Seko en attendant les retours de Ndiaye et Keshta qui sont deux joueurs avec un très très bon cardio et qui arrivent facilement à faire les retours en pressant haut, à aller revenir rapidement sur le milieu de terrain pour continuer la partie défensive. Lens qui fait un plutôt bon début de saison, malgré la défaite contre Lyon sur la première journée. Derrière, c'est 2 victoires pour Lens, donc c'est 6 points engrangés, 6 points engrangés sur 9 possibles. Le prochain match sera contre le PSG, ce sera pas forcément facile, mais une équipe lensoise avec Pierre Sage qui fait quand même plaisir. Il y a quand même du jeu, hein. Une défense plutôt solide, Radissar, Oudol, c'est vraiment pas mal. Risser a fait un bon match contre Brest aussi. Thomasson, le cœur de l'équipe. Thauvin qui ramène une touche technique quand même assez importante. Moi, j'ai un petit peu de doute sur la partie offensive. Fofana, faut voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur. Il y a quand même l'arrivée d'Hudson-Edouard qui peut peut-être apporter quelque chose, mais bon, Hudson-Edouard, sur les dernières saisons, c'est pas non plus la référence au poste d'attaquant. Donc à voir ce que ça donne à Lens, mais j'ai peur qu'il manque un petit peu d'attaquants pour accéder à la partie européenne pour la saison prochaine. En termes de projection offensive, on est sur une déstructuration un petit peu, dans le sens où Saïd, donc on est sur un 3-4-3 plus, avec Thauvin et Saïd qui sont en soutien de Fofana. Et quand le ballon va être plus d'un côté, par exemple gauche, on va avoir un Saïd qui va venir mettre un petit peu de profondeur pour qu'on puisse avoir un jeu en triangle entre ces 4 joueurs, par exemple. Et un Thauvin, au contraire, qui va plutôt chercher à avoir des espaces libres. Donc plutôt dans le dos, encore une fois, des milieux de terrain, où Thomasson et Sangaré vont apporter un petit peu de solutions dans les pieds, et Thauvin un petit peu plus de solutions dans la longueur. On a 2 pistons qui sont très écartés, qui élargissent au maximum la défense adverse, et qui du coup peut créer cet espace pour Thauvin au milieu de terrain, pour ensuite aller se créer des occasions où Thauvin a cette touche technique en fait pour créer des occasions. On voit plus la projection ensuite, où on va avoir un bloc très haut, notamment à la récupération, on va être très haut, hein. On va chercher à presser directement, très écarté, très offensif, mais cette équipe lensoise a beaucoup d'intensité et récupère énormément de ballons. Et sur la partie défensive, du coup, un petit peu plus basse, on est sur une défense tout simplement à 5, avec Thomasson et Sangaré qui vont chasser à gauche, à droite, mais qui vont rester devant la défense, qui vont pas forcément sortir. Et c'est au contraire Saïd et Thauvin qui vont aller sortir sur éventuellement sur les latéraux adverses. Quand ils vont avoir le ballon, c'est eux qui vont sortir, et avec un Fofana qui fait les navettes tout simplement. Donc voilà pour cette équipe lensoise qui est un dispositif intéressant, qui a un Pierre Sage, qui est un entraîneur qui, je pense, est un bon entraîneur de Ligue 1 et qui va faire une saison très intéressante. Je pense ça va être limite européen pour moi. Je pense qu'ils vont viser cette 7e, 6e, 7e place. Mais s'ils terminent 8e, je ne serais pas non plus surpris. Je serais un petit peu déçu, mais je pense que c'est leur place entre la 6e et la 8e place pour moi pour Lens. Alors pour le coup, l'équipe de Lille, on a vu une très très belle victoire, notamment contre Lorient. La paire Ribeiro-Ngoa, à voir ce que ça donne. Romain Perrault et Meunier, c'est très intéressant sur les côtés. Benjamin André et Boady au milieu de terrain, c'est vraiment pas mal. Haraldson, j'aime beaucoup ce joueur, il propose énormément. Il fait pas tout bien techniquement, mais il propose énormément de choses. Brolm, en attend de confirmer. Félix Correa, il n'a pas fait de mauvais match pour l'instant, il est très impactant. Et Fernandes Pardo qui a fait un excellent match contre Lorient. Mais attention à la petite recrue marocaine qui arrive derrière lui, parce que je pense que la recrue marocaine qui provient du Celtic va prendre sa place devant. Avec Giroud, il y a 3 attaquants très intéressants à Lille. Alors qu'est-ce qui se passe à Lille? On est sur un 4-2-3. Dans l'animation de Genesio, on est sur une équipe qui permute énormément sur son milieu de terrain.
André peut très bien être celui qui propose. Boady peut être très bien celui qui propose pendant qu'un Haraldsson vient essayer de chercher le ballon dans les pieds. Là, on a l'exemple où Meunier a le ballon. On a du Haraldsson qui vient proposer, Boady qui prend l'espace derrière, mais si ça repart derrière, bah il n'y a pas de souci. Ça peut être un André qui vient dans cet espace-là, Boady qui vient ici. Voilà, il y a énormément d'animation du côté de Lille. On a même, on le verra après sur la relance. Donc sur la projection offensive, voilà, on se retrouve avec souvent 4 joueurs offensifs très très hauts, Haraldsson, Broholm, Pardo et Correa qui sont pas loin de la surface de réparation, et dès que ça rentre dans la surface, on a du monde dans la surface et on a du monde à la récupération aussi. On peut même avoir un Perrault ou un Meunier qui viennent dans la surface, ils aiment bouffer ces espaces-là et ils sont très souvent présents proche de la surface. Le petit André qui vient des fois se mettre au milieu pour écarter encore plus et laisser un espace conséquent, créer de l'espace où Boady ou Haraldsson vont pouvoir s'engouffrer pour venir jouer des ballons, attirer soit des défenseurs centraux qui sont ici, soit des milieux pour créer un deuxième espace derrière pour Fernand Despardo, ou bien sur les côtés pour Correa ou Broholm. Voilà la stratégie un petit peu lilloise avec le ballon. Et comme je vous l'ai dit, sur la partie sans ballon, on est sur un 4-2-3-1 tout simple, hein, en termes défensifs, c'est très structuré ça. Et c'est du pressing à la perte. Et si c'est pas du pressing à la perte, c'est un bloc qui recule, qui est en bloc moyen. Lorient, qui est le champion de Ligue 2, a une première partie plutôt compliquée, 16e, 3 points. 2 défaites, 1 victoire. Une victoire contre Rennes, merci à les Rennais de finir à 9. Une grosse défaite contre Lille, on vient de le voir. L'équipe de Lorient, on est sur un 3-4-3 qui, offensivement, pour moi, est pour l'instant un petit peu suicidaire. Pour moi, il y a énormément de projections de la part de Lorient, alors que c'est une équipe plutôt destinée au maintien. On l'a vu notamment contre Lille. Alors, première mi-temps très terne, enfin plutôt solide des deux côtés, on va dire. Ça se projette, mais c'est solide et c'est même étonnant qu'il n'y ait pas de but sur cette première mi-temps. Mais par contre, en deuxième, bah, ça a déroulé et ça a déroulé plutôt pour Lille et pas pour Lorient. Mais cette équipe de Lorient est joueuse. Elle est joueuse puisqu'à la projection du ballon, bah, on n'hésite pas à mettre des joueurs très très proches de la surface, notamment un Avom qui se projette très très bien. On est sur un 3-4-3, donc offensivement, on a déjà 3 attaquants. On rajoute en plus un milieu de terrain et des latéraux, enfin des pistons plutôt, qui vont aussi à la projection. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de situations où bah malgré tout il y avait du monde dans la surface quoi. Il y avait quand même facilement 3 ou 4 joueurs dans la surface lilloise. Pour une équipe qui provient de Ligue 2, généralement on vise le maintien, on est plutôt défensif. Là pour le coup Pantaloni part sur une équipe où il se dit qu'il veut de la projection. Bah, tu prends 7-1, peut-être que ça va modifier un petit peu ta projection tactique. Mais pour l'instant, on a vu une équipe de Lorient joueuse, et notamment contre Rennes. Compliqué, mais une deuxième mi-temps où t'en plantes quelques-uns. Donc malgré tout, ça fonctionne. Sur la partie défensive, pas de secret. On est sur un 3-4-3 qui se transforme très facilement en 5-4-1, où on coulisse d'un côté, mais vraiment une base de 5, où on veut la supériorité par rapport aux attaquants. On veut garder une solidité défensive, donc des joueurs très très proches les uns des autres. Et 4 milieux de terrain qui sont aussi très proches des défenseurs centraux, qu'on colle, qu'on serre vraiment les lignes et qu'on puisse pas laisser d'espace entre les lignes et être solide un maximum. Et encore une fois, est compliqué, surtout que le plus dur pour eux, c'est la transition. On le voit, regardez les buts contre Lille. Les buts de Lille, généralement, c'est à la transition que ça part très vite et que l'équipe lorientaise a beaucoup de mal à se replacer et à défendre en se replaçant. Donc voilà pour cette équipe de Lorient qui va jouer un maintien, ce qui va pas être facile. Lyon qui démarre un très bon début de saison. L'équipe de Lyon qui est partie plutôt sur un 4-4-2. Donc avec Tessman et Morton en numéro 6. Depuis le départ de Miko Tadze, on est un petit peu en manque d'attaquants. Donc on se base sur le match de l'OM qui est le plus récent. Et la victoire contre l'OM. Donc on avait un Tolisso et Mera qui était en pointe, qui formait l'attaque de Lyon. Ce qui peut être un peu surprenant étant donné qu'on est plus sur des milieux de terrain que sur des attaquants. On a vu un très bon Fofana. Un Karabekh qui rentrait beaucoup dans l'axe. Mais on part sur cette base de 4-4-2. On a fait un petit peu l'analyse déjà de Lyon sur la vidéo de l'Olympico, qui est sur ma chaîne YouTube. Si on refait un petit peu le débrief de ce que propose Paulo Fonseca avec cette équipe de Lyon, c'est une équipe qui va, avec le ballon, se projeter, de manière à avoir énormément de présence autour de la surface. On a un Abner qui est toujours calé entre les espaces, dans les interlignes, et ça crée beaucoup de problèmes pour le latéral et pour le défenseur central sur des défenses à 4, même à 5,
parce qu'il faut prendre ce joueur qui est entre les espaces et qui est pénible à prendre. C'est la partie un petit peu surprise de Lyon et un petit peu difficile à gérer, surtout que derrière, tu as des Tessman, Morton qui arrivent en deuxième vague et qui sont très intéressants avec le ballon, pour l'instant sur le début de saison. Donc cette équipe lyonnaise, beaucoup de projections. On n'attendait pas cette équipe de Lyon aussi forte. 3 matchs, 3 victoires, dans une situation où le club est en reconstruction, donc ce qui est vraiment surprenant. À la sortie du ballon, Morton qui vient s'intercaler souvent entre les défenseurs centraux. Tessman qui prend un espace ou un autre, mais plutôt élargi, pour libérer un espace derrière les milieux de terrain et attaquants qui viennent presser. Notamment Angel Gomez qui pressait beaucoup sur Morton. Venait à le chasser dans cette zone-là, mais avec la qualité des défenseurs centraux, on arriverait souvent à trouver Tolisso et Mera. Et c'est pour ça notamment que Egan Riley se fait expulser à cause des espaces libérés, parce que Baliardi suivait Tolisso. Et derrière, on a la projection des ailiers. Tac. Des ailiers qui viennent dans le dos, notamment Malik Fofana et Karabek, qui ont beaucoup plus de vitesse, surtout Fofana qui a posé énormément de soucis sur le côté gauche. Voilà la tactique lyonnaise, équipe très intéressante à suivre. Tactiquement, avec le ballon, c'est très intéressant, mais j'attends de voir si le manque d'un numéro 9 peut peser sur leur saison. J'ai peur que ça pèse un petit peu parce que quand on voit à 11 contre 10 et le nombre d'occasions qu'ils ont eu, le nombre de centres qu'ils ont fait, bah, tu te dis qu'il te manque peut-être un attaquant pour planter le but. Mais à voir ce que fait Lyon dans les prochaines semaines. Marseille qui a eu un match compliqué contre Lyon, étant donné qu'ils se sont retrouvés à 10, mais même déjà à 11 contre 11, ça commençait déjà à être compliqué vers la 20-25e minute. Un 4-2-3-1 avec Junior Traoré sur le côté gauche qui vient d'arriver, un Bilal Nadir qui a gagné sa place en numéro 10. À voir comment ça évolue parce que pour l'instant la tactique est celle de Lyon, d'accord, mais avec tous les recrutements qu'ils ont fait le dernier jour de Mercato, ça va forcément modifier un petit peu cette équipe, même voir beaucoup cette équipe, notamment au niveau défensif. Qu'est-ce que propose Marseille ? Marseille, offensivement, il propose des choses. Déjà, il y a énormément de projections avec un Junior Traoré qui vient entrer dans l'axe. Timothy Weah qui mange le côté gauche. Généralement, tout le côté gauche est pour lui. Angel Gomez et Hochberg qui prennent la place derrière. Et Ganarella, Baliardi et Garcia qui sécurisent derrière. Même si dans la projection, on le voit, c'est très intéressant quand ils sont hauts parce qu'ils mettent énormément de présence. Ils mettent un Greenwood qui peut rentrer dans l'axe, qui déborde, un Nadir qui peut chercher les interespaces. Aubameyang qui met beaucoup de pressing à la perte du ballon, mais aussi beaucoup de présence dans la surface, ce qui pose énormément de soucis aux défenseurs centraux. Donc, cette équipe offensivement a des qualités. Mais comme je l'ai dit, le problème c'est à la construction. À la construction, quand Rouli a le ballon, généralement, quand ça repart de derrière, on a un Baliardi et Ganarelli qui s'écartent, Garcia Weah qui se met un petit peu plus haut, Hochberg et Gomez qui viennent demander en alternant chacun un appel vers Rouli pendant que l'autre libère l'espace. Mais on cherche à libérer un grand espace dans le dos, juste ici, des milieux de terrain qui sont éventuellement sur les côtes de leur milieu de terrain. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à exploiter cet espace-là. Que ça soit par Junior Traoré ou Aubameyang ou Bilal Nadir, ils viennent le manger cet espace-là, c'est-à-dire qu'ils viennent demander dans cet espace-là, mais malheureusement, ça n'aboutit pas derrière. Souvent, c'est très compliqué, le marquage contre Lyon était trop fort, et il y a eu énormément de pertes de balles justement sur cet espace-là, et ce qui pose énormément de soucis, parce qu'à la perte du ballon dans cet espace-là, bah, tu t'exposes tout de suite à des problèmes. Donc voilà le débrief un petit peu de l'OM, qui va avoir énormément de changements dans les prochaines semaines. Je pense que même le match de ce week-end, on va pas du tout avoir la même équipe que ce qu'on a vu contre Lyon. Donc, très intéressant de voir dans les prochaines semaines ce qui se passe, savoir s'ils gardent cette stratégie de Marseille. On passe au FC Metz. Très bon match contre le PFC. Des buts, il y a de la projection, ça propose des choses du côté de Metz. Malheureusement, le début de saison n'est pas extraordinaire, parce qu'on est dernier, 3 défaites. Le prochain match, c'est contre Angers, c'est contre un rival du maintien, on va dire. Metz est plutôt en difficulté sur le début de saison. Mais on connaît Metz, c'est l'équipe ascenseur de Ligue 1, donc on n'est pas étonné. Ils ont quand même récupéré Habib Diallo en attaque. Pour moi, ils ont des bons joueurs. Cotiain, c'est très très fort. Moi, j'aime beaucoup ce joueur et techniquement, il est très intéressant. Ils ont 2 Géorgiens sur les côtés qui peuvent leur apporter des choses. Quand on voit l'équipe de Géorgie, c'est une équipe qui progresse. C'est des joueurs qui progressent aussi avec le football de l'Europe de l'Ouest pour le coup. Cette équipe de Metz peut être en progression et obtenir son maintien parce que c'est une équipe qui est intéressante, qui propose des choses offensivement. Donc, ce serait intéressant de voir s'ils arrivent à se maintenir avec cette mentalité-là. Offensivement, de la projection, avec des côtés qui viennent
Kwao notamment qui prend tout son couloir pendant qu'on a un Tchachvili qui va plutôt reprendre l'axe. Il aime bien rentrer dans l'axe du terrain. Un Gauthier Hein qui est très très intéressant sur le milieu où il bouge énormément, hein. Il alterne avec Traoré, il alterne avec Stambouli. Il se projette aussi beaucoup. Et l'ailier gauche aussi, Abouachvili, qui rentre beaucoup, qui met beaucoup de présence dans la surface. Et on a toujours 3, 4 joueurs dans la surface à la fin des occasions messines. Il y a de la projection, il y a de la volonté de jouer, la volonté de mettre du danger dans la surface. Donc il y a de la prise de risque aussi. Et du coup, défensivement, on est sur une équipe qui passe en 4-4-2 avec un Gauthier Hein et un Gay qui presse de manière alternative entre le côté gauche et le côté droit. Tactiquement, voilà, il n'y a pas de grande inventivité à part le fait de laisser Aquao tout le côté droit pour aller chercher des centres et combiner avec Tchachvili justement qui rentre à l'intérieur et qui pose des problèmes au milieu, surtout adverse, puisque les milieux se retrouvent avec une supériorité assez conséquente, puisqu'on se retrouve souvent avec 4 milieux de terrain à prendre, alors que souvent c'est des milieux à 3. Donc voilà le problème un petit peu posé par les Messins. On passe à Monaco. Et là, Monaco, début de saison, plutôt décevant dans la manière, on va dire. Dans le sens où on les attend un petit peu plus forts, on les attend un peu plus tranchants. 6 points sur 9 possibles. Une équipe qui change énormément. C'est-à-dire qu'on a vu du Kierer, maintenant c'est du Mawissa. On a vu du Biret sur le banc. Maintenant on a du Biret en numéro 10. On a Minamino qui joue un coup. Le truc c'est que l'équipe de Monaco a beaucoup offensivement de profils différents. Je ne sais pas s'il fait tourner pour reposer ou s'il fait tourner pour essayer. En tout cas, on est sur un 4-2-3-1 qui bouge un petit peu. Offensivement, on met toujours beaucoup de présence. On a un Zakaria et Camara qui sont toujours très proches en deuxième vague pour poser des problèmes. On a, voilà, du coup, on se retrouve souvent avec 2 attaquants, Balogun et Biret, ou même quand c'est Golovin au milieu, c'est pareil. Ça met toujours beaucoup de présence devant le but adverse. Au niveau du pressing à la perte du ballon, on est sur une équipe qui est très concentrée, qui joue très très proche les uns des autres, et c'est un bloc très très compact. C'est-à-dire que Golovin et Akliouche resserrent vraiment dans l'axe, Balogun et Biret virent d'un côté et de l'autre, mais on est sur une structure qui est très très proche. Et on fait un pressing vraiment sur du demi-terrain, un tiers de terrain, quoi. C'est vraiment un pressing très très fort. Donc voilà, quand ça va d'un côté, on vient presser vraiment avec, vous voyez, 6 joueurs sur un quart de terrain. Ce qui est beaucoup, hein, parce que ça libère forcément des espaces à l'opposé. Mais les joueurs de Monaco ont largement la caisse physique pour aller à l'opposé. Toc. Il me semble que je l'ai fait aussi de l'autre côté, voilà, donc avec Mika Biret, qui changeait avec Balogun. Là, c'est plus sur la partie construction, où quand le ballon repart de derrière, on a Zakaria et Camara, évidemment, qui viennent demander, et Akliouche qui dézone pour aller chercher des ballons. Ça lui arrive même d'aller chercher des ballons jusqu'ici, hein. Mais ça permet à Biret de se libérer un petit espace sur le côté d'Akliouche pour permuter, et Golovin le fait un peu moins. Golovin est un peu plus sur son côté, en tout cas sur le match que j'ai vu contre Strasbourg. Donc voilà les structures un petit peu Monaco. Ensuite, on passe sur Nantes. Nantes, c'est un petit peu mon équipe déception. Je suis déçu parce que Castro, j'en attendais un petit peu. Ils ont un début de saison moyen. Ils ont 3 points sur 9 possibles. Ils ont une petite victoire contre la JOCR, ouais. Où ils se sont fait dominer quand même à la Beaujoire, je trouve, en termes d'occasion, etc. Il y a un 4-3-3, plutôt basique. Moi, je suis là où je suis déçu. Donc, il y a quand même une partie intéressante, c'est la projection offensive. On a Guirassy Mohamed, on a Youn Sok qui se projette énormément en milieu de terrain, qui se retrouve souvent sur la même ligne que Mostafa Mohamed. On a Nicolas Kozza qui n'hésite vraiment pas à prendre son côté pour avancer le ballon, mais pour aussi proposer offensivement. Donc offensivement, il y a des choses très intéressantes. Il y a aussi des choses très intéressantes dans le pressing, où dans le pressing, pareil, on cherche à presser haut. Mohamed met du pressing, Youn Sok reste très très haut, et on a un Le Penant qui vient sécuriser sur la deuxième vague de joueurs qui pourraient proposer dans les espaces. On a un Le Penant qui vient couvrir et on a Coquelin qui est sur une 3e ligne. Là où je suis beaucoup plus déçu, c'est sur la partie construction. Parce que dans la partie construction, moi, il y a un choix, je ne sais pas si c'est un choix ou pas de Castro, de mettre Coquelin très proche des défenseurs centraux pour éventuellement combiner à 3 ou 4 avec Lopez. C'est intéressant, mais ça arrive, je ne vais pas vous mentir, ça arrive très très peu que ces combinaisons arrivent là. Parce que souvent on fait un 1-2 avec Lopez, et après qu'est-ce qu'on cherche? On cherche Mohamed de la tête, avec 2 joueurs qui sont très proches
pour les deuxièmes ballons et 2 joueurs très proches en cas de déviation qui pourraient prendre la profondeur derrière Mostafa Mohamed. Voilà la stratégie de jeu de Nantes. Donc je suis un petit peu déçu parce qu'au final, sur les longs ballons de Lopez, ils perdent énormément de ballons. Passe longue près, 2 sur 13. 15% de réussite sur les passes longues, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et pour moi, ils envoient le ballon, en fait, ils dégagent le ballon tout simplement sur la tête de Mohamed en essayant de chercher une déviation ou bien un deuxième ballon. C'est une stratégie que je trouve pas très intéressante, qui me plaît pas trop. Mais ça peut marcher. Et pour le coup, le pressing qu'ils font assez haut leur permet de récupérer des ballons et de mettre en danger l'adversaire. Très peu contre la JOCR, mais finalement, tu marques un but là-dessus, quoi. Tu récupères un ballon haut, Guirassy qui transmet à Mohamed et Mohamed qui termine. Donc voilà la stratégie nantaise. On passe à la prochaine équipe et on passe à Nice. Nice, l'équipe décevante. Nice, l'équipe qui nous rassure pas parce que tu perds 3-1 contre le Havre qui est censé être une équipe maintien. Une équipe qui change énormément parce qu'il y a beaucoup de blessures à Nice. Un 3-4-3 qui se projette assez haut. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'absents donc c'est très difficile de juger cette équipe de Nice. Ça se projette. On peut pas dire le contraire, ça se projette, ça met de la présence devant le but, donc un 3-4-3 avec toujours les trois qui sont dans la surface, un Louchet et un Melvin Barr qui sont très intéressants sur les côtés puisqu'ils mettent des très bons centres et qui sont très dangereux offensivement. Dans la partie défensive, on est sur un 4-4-2, dans le sens où si c'est d'un côté, le piston va monter d'un cran et les milieux se rapprocher de ce côté-là. Donc on est sur un 4-4-2 à la perte du ballon et sur les stratégies défensives. Voilà, on voit de l'autre côté. Et sur la partie plutôt construction, on est sur des choses assez simples, beaucoup de largeur, deux milieux de terrain qui se baladent énormément. On n'a pas forcément comme les autres équipes de décrochage de Bogaou ou de Johnson. On en a quelques-uns, mais c'est vraiment très rare. C'est souvent Boudaoui ou Abdul Samed qui vont créer le jeu par l'intérieur pour ensuite aller voir les côtés. Voilà la stratégie niçoise qui est une équipe malgré tout qui me déçoit un petit peu sur le début de saison. J'ai peur qu'ils soient dans l'inconstance totale. Et moi, je pense qu'ils vont louper l'Europe la saison prochaine. Et en même temps, j'attends de voir ce qu'ils vont faire aussi en Europe parce qu'ils vont être très attendus. Très attendus en Europe avec ce qu'ils ont fait la saison dernière. Mais je pense que malheureusement, la stratégie niçoise sera exactement la même. C'est-à-dire tout pour le championnat et rien pour l'Europe. On passe au Paris FC, l'équipe attendue de Ligue 1, un 4-3-3 avec des recrues Simons, Goebbels, Otavio en défense centrale, De Smet aussi, Christian Trapp. C'est une équipe que moi j'aime bien, notamment à travers ce joueur, Kebal, qui est le joueur à suivre un petit peu au PFC. On a un petit peu ces images en tête des matchs perdus contre Angers, notamment où tu te dis, si tu veux montrer si tu as des sous, etc., t'es le 4e budget de Ligue 1. Bon, ça fait un peu tâche de perdre contre Angers, qui est le dernier budget de Ligue 1, quoi. Mais c'est une équipe qui veut s'installer en Ligue 1. Pour moi, ça vise la 12-13e place, je pense. Il va falloir se mettre au niveau, en fait, de cette Ligue 1 pour le club. Mais on a vu un match contre Metz très intéressant, beaucoup de buts. Beaucoup de propositions offensives, mais ils avaient déjà eu ces propositions, notamment contre Marseille et contre Angers. On a un Kebal qui est très intéressant, on a beaucoup de modifications tactiques, on a un Chergui qui prend des interespaces et qui s'amuse avec Kebal à combiner. On a un Simon qui est très très central, qui est beaucoup moins sur le côté que l'était quand il était à Nantes, pardon. Et un Goebbels qui doit apporter offensivement quelque chose. Sur la partie défensive, on est plus sur un 4-4-2. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, ils mettent deux personnes sur les centraux avec deux milieux de terrain qui sont juste derrière aussi pour couvrir l'espace entre les lignes. Et on a même un Marchetti qui peut très bien aussi monter, faire du pressing aussi. Un bloc plutôt haut à la perte de ballon, même sur les 6 mètres adverses, etc. On est sur un bloc plutôt haut pour essayer de presser et récupérer assez vite le ballon. Maintenant, est-ce que ça servira à se maintenir en Ligue 1 et à t'installer justement à cette 11-12e place? Ça va être une équipe à observer sur les prochaines semaines puisque le mercato est fini. Tu as des joueurs un petit peu plus d'expérience avec Trapp qui est arrivé, avec Simons, avec Otavio qui va pouvoir commencer à faire des matchs. Est-ce que cette équipe maintenant va réussir à passer ce palier et gagner contre les petites équipes et embêter un petit peu les grosses équipes? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. En tout cas, tactiquement, il propose des choses très intéressantes. Le PSG, notre équipe phare de Ligue 1, ça va être assez vite analysé puisqu'on les a vus 15 000 fois la saison dernière. Là, pour le début de saison, ils sont encore en prépa, donc on va voir ce que ça donne. On est sur un 4-3-3 qui permute énormément. Hakimi qui évidemment prend énormément de son côté, qui met un Désiré Doué plutôt dans l'axe. Pour l'instant, sur le début de saison, on est plus sur un Barcola qui prend le côté plutôt qu'un Gvara qui est remplaçant. Dembélé, toujours présent offensivement, toujours proche de la surface sur les ballons
ballon. Quand Hakimi a le ballon sur le côté, il est souvent dans la surface. Et Neves, Vitinha et surtout un Fabien Ruiz qui traîne toujours très proche de la surface pour mettre des petits buts. Ce qui est intéressant sur la construction, c'est que avec le ballon, on a un Vitinha qui est toujours un petit peu plus bas, qui est toujours à la base de la construction. Ça peut combiner avec Ruiz ou Neves. Et il y a toujours soit Ruiz, soit Neves qui est un petit peu plus haut. On a Hakimi qui évidemment prend le côté, un Doué qui peut se réaxer, qui peut même, peut dire, occuper un poste de numéro 10 en fait. Et aller combiner avec Barcola, aussi bien avec Vitinha, aussi bien avec Neves. Mais ce qu'on a vu contre Toulouse notamment, donc c'est un Dembélé qui revient un petit peu demander dans cet espace-là. Et un Neves qui du coup profite de ça pour aller se projeter. Et c'est pour ça que notamment il arrive à marquer ce triplé où il se retrouve dans la surface. Il est beaucoup dans la projection sur ce match-là, mais encore une fois, cette équipe du PSG, en fait, tu peux dire que Neves fait ça ce match-là, et que le match d'après, en fait, c'est Ruiz qui va te mettre un triplé, puis après, c'est Vitinha qui va t'en mettre un doublé, puis après, ça va être Doué, et puis voilà. Cette équipe du PSG est au-dessus du lot en Ligue 1. On attend tous les matchs de Ligue des Champions parce que finalement, le verdict, le niveau du PSG, c'est la Ligue des Champions, c'est pas forcément la Ligue 1. Et on passe à Rennes, un petit peu déception, l'équipe carton rouge de ce début de saison qui fait un 3-4-3, un 3-5-2 pardon, qui s'est un petit peu adapté avec Brassier, Jacquet et Rouault derrière, Merlin et Frankowski sur les pistons, c'est très intéressant. Mettre Blas au milieu de terrain, c'est aussi quelque chose d'intéressant qui peut être une arme offensive en plus pour cette saison. L'arrivée de Le Paul qui doit essayer de changer quelque chose à cette équipe. Il y a aussi l'arrivée de Monégasque Mbolo qui peut prendre, je pense, la place de Tamari devant. Cette équipe de Rennes, elle est un petit peu déception. Beaucoup de cartons rouges, beaucoup trop d'intensité, peut-être mauvaise gestion. On a aussi un Camara, le Brestois, qui peut rentrer dans cette rotation des trois milieux de terrain. Sur l'animation, donc on est sur un 3-5-2 qui bouge avec un Blas beaucoup plus offensif, des Merlin et Frankowski qui sont très proches de la surface, Le Paul et Tamari qui sont aussi des petits renards de surface qui vont, comme Le Paul l'a fait contre Angers, marquer ce but de renard des surfaces, Rongier qui est là pour sécuriser derrière, et après sinon, à la perte du ballon, quand ils n'ont pas le ballon, c'est un 4-4-2 avec le piston qui va chasser son côté et les attaquants qui viennent refermer, comme les milieux de terrain, sur le côté où ça joue le ballon. À la relance, donc là on voit de l'autre côté notamment, et à la relance on est sur une équipe très écartée, 3 défenseurs centraux, des pistons sur les côtés qui élargissent, Blas qui est un petit peu plus haut, qui prend une poste de numéro 10 pour écarter les lignes adverses et proposer entre les lignes pour combiner et aller chercher ensuite un côté. Donc voilà cette équipe de Rennes, ce qu'elle propose tactiquement, et cette équipe de Rennes elle doit être européenne au vu de l'effectif qu'elle a. Brest, qui est une équipe qui n'a pas les bons résultats en début de saison, mais qui a le jeu. C'est-à-dire qu'elle est très satisfaisante à avoir joué. Pour le coup, on voit des buts avec Brest. 4 buts marqués, 8 buts encaissés. Notamment un match contre Lens très intéressant. On n'avait pas contre Lens le capitaine Chardonnay. Donc on fait avec ce qu'on a vu sur le dernier match. Majeki, qui est une recrue, mauvaise recrue pour moi, parce que sur le début de saison, il n'est pas rassurant du tout. Contre Lille, il prend des buts évitables. Il prend un carton rouge contre Lens. C'est un petit peu le boulet de ton équipe, quoi. Donc, et vu que c'est ton gardien, c'est un petit peu relou. Au niveau tactique, qu'est-ce qu'on propose? Un 4-3-3. Doumbia qui occupe le poste de milieu de terrain, mais je plus un poste de numéro 10 au final parce qu'il se balade beaucoup. Mama Baldé qui est très intéressant sur le côté. Del Castillo qui est très intéressant sur son côté et sur le côté pour, plus que Mama Baldé pour le coup. Mama Baldé va plus prendre l'axe. Ce qui se passe offensivement, un Doumbia qui était plus projection côté gauche, plutôt sur le côté. Mama Baldé qui rentre dans l'axe. Ajorc, évidemment ultra présent, Del Castillo plus sur le côté, et Magnetti et Chotard à la récupération ou en deuxième vague. C'est intéressant en termes de projection offensive, c'est très intéressant, et du coup à la perte du ballon on a un Doumbia qui vient se recentrer et qui met un pressing pareil, un petit peu comme l'équipe de Monaco sur quelques mètres, mettre beaucoup de proximité entre les joueurs pour aller faire des pressings en étant toujours proche des uns des autres et mettre beaucoup d'intensité dans le pressing. C'est une équipe qui va chercher haut, qui va pas reculer énormément comme des équipes de bas de tableau. Même s'ils sont dans le bas du classement, c'est une équipe qui est très intéressante. Moi, j'aime beaucoup. Ajor qui est souvent très bien utilisé. Il manque de buts sur ce début de saison. Je pense que ça va venir. Ça va venir. C'est des combinaisons, encore une fois, à prendre. C'est un effectif qui n'a pas énormément changé. Il y a de l'expérience. C'est une équipe qui doit viser 8e, 10e place, je pense. 8e, 10e place. Voilà, pas plus, pas moins.
Strasbourg, l'équipe millionnaire, la poche droite de Chelsea. Une équipe qui s'est qualifiée en Conference League, ce qui est positif. Lens n'avait pas réussi à le faire l'an dernier. Qu'est-ce que c'est Strasbourg? C'est un 3-4-3 avec énormément de mobilité, beaucoup de jeunes joueurs, donc beaucoup d'intensité. Un effectif, un double effectif, ils ont plein de joueurs. Nous, on analyse sur ce qu'on a vu contre Monaco. Alors, ils ont eu la rentrée de Dylan Bakwa qui fait énormément de bien. Il est parti à Nottingham Forest. Vous ne pourrez plus compter sur lui, malheureusement. Mais vous avez quand même des joueurs très intéressants à Strasbourg. Hochberg, j'aime beaucoup en défense. Sarr, très intéressant en défense aussi. Unders, il a fait une bonne saison en Belgique. J'espère qu'il va faire une bonne saison. Barco, très intéressant aussi. Et qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de Strasbourg offensivement? Et ben ça se projette. Il y a du monde dans la surface, il y a du monde devant le but. Barco, toujours très présent avec le maréchal dans les petits espaces. Panicelli qui prend la surface, qui lui aime beaucoup se balader dans la surface. Et Mega, c'est la même chose. Ils ont des profils différents, mais ils aiment la surface. Et plus Panicelli, je pense que c'est un buteur d'une touche. C'est-à-dire que lui, il en a la surface, il en a une, il la met. Ou Emega, il va en croquer, mais c'est un joueur qui est là, qui met de la présence et qui est très dangereux pour les défenseurs. Au niveau de la construction, bah voilà, on est sur une équipe qui est très large, qui met de la présence avec ses pistons. C'est un Barco qui vient chercher les ballons aussi beaucoup plus bas, qui donne un Le Maréchal qui va beaucoup plus aller jouer un rôle peut-être un peu plus de deuxième attaquant sur les ballons quand ils sont en bas. Bah, on a un Le Maréchal qui est un petit peu plus dans ce rôle de deuxième attaquant. Il va venir chercher et puis hop, se projeter entre les lignes. Ou on a un Barco qui vient chercher un petit peu plus dans les pieds. Donc il y a énormément de mouvements si on reprend sur la formation de base. Et quand ils ont le ballon derrière, on est peut-être plus sur avec un Barco un petit peu plus loin, sur un 3-5-1-1 avec beaucoup de mobilité. Et on passe à la dernière équipe. On termine cette vidéo avec Toulouse, la surprise parce que ils ont 6 points. Toulouse, ils sont 7e, ils ont 6 points. Et eux qui font une pré-saison catastrophique, font un début de saison intéressant, avec une victoire notamment contre Brest, une victoire contre Nice, il me semble. Ouais, je crois que c'est la victoire contre Nice le premier match, et une défaite contre le PSG, tout en jouant. Toulouse, c'est un 3-4-3, avec Sidibé en capitaine sur le côté droit, Donumbo, Magri devant. Plutôt, donc beaucoup de projections, les 3 attaquants qui sont vraiment 3 attaquants qui peuvent proposer dans ces espaces-là, mais qui restent aussi très très proches de la surface, notamment quand on a un Sidibé ou un Métallique qui a le ballon sur le côté. Ils viennent proposer entre les espaces, dans les interespaces, les deux sur les côtés. Et avec Magri, il vient proposer aussi, ça pose énormément de problèmes aux défenses. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant non plus qu'ils en aient mis 3 contre le PSG. On a un duo au milieu de terrain entre Caceres et Sauer qui j'avance, je recule, mais qui reste très connecté et qui se compense. Et défensivement, on est sur un 5 derrière, 4 milieux de terrain, un seul Magri qui va être plutôt à la pointe haute. Je ne me suis pas basé sur le match du PSG pour analyser Toulouse, puisque pour moi, c'est trop compliqué d'analyser une équipe contre le PSG, c'est trop fluctuant en fonction du PSG. Donc, je l'ai analysé plutôt contre Brest. Et voilà le système qu'ils ont proposé, ce système en 5-4-1, et qui se transforme en 3-5-2, du coup en 3-4-3, pardon, offensivement. Voilà un petit peu ce qui s'est passé sur les 3 premières journées de Ligue 1. On a fait une vidéo un petit peu longue, mais voilà ce qui se passe en Ligue 1, voilà ce qui se passe tactiquement. C'est très intéressant. Il y a énormément de projections, je trouve qu'il y a énormément de buts. Sur ce début de saison, je crois qu'on a battu le record du nombre de buts sur une journée, notamment, avec le 7-1 de Lille, le 6-3 du PSG contre Toulouse. On a des équipes qui n'ont pas peur, et du coup, on a un classement, même si les grosses écuries pour moi sont devant, Lyon, Lille, PSG, Monaco, Strasbourg sont devant, mais on a des surprises comme Toulouse, comme Angers qui arrive à faire un match nul contre Rennes, Angers qui est pas non plus ridicule contre le PSG, notamment sur le match au Parc. On a un Marseille qui a du mal à démarrer, on a un Nice qui a du mal à démarrer, et on a des équipes qu'on attendait un petit peu plus haut comme Brest ou le PFC qui sont un petit peu décevantes pour le début, mais qui on sait qu'ils ont les capacités de faire plus. Donc voilà, cette Ligue 1 est très intéressante. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur votre équipe, et puis on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ciao!